Pascal Doll, président de Roissy Pays de France. Comment va se passer ou comment se passe la santé des entreprises, surtout par rapport à l'aéroport et suite au confinement et aux prochaines mesures ou aux dernières mesures qui viennent de nous être annoncées? Alors en ce qui concerne Roissy, bien entendu, l'aéroport est un élément incontournable de notre territoire, mais qui aujourd'hui souffre énormément. La plateforme n'est pas du tout à son rendement habituel. Et non seulement la zone purement aéroportuaire, c'est-à-dire ADP et les grandes compagnies aériennes comme Air France, mais aussi toute la zone hôtelière. Et tout ce qui tourne autour, y compris la restauration et tous les sous-traitants dont on ne parle jamais, mais qui sont extrêmement nombreux et avec des effets induits qui sont considérables en matière d'emploi et aussi en matière de retombées économiques, puisque je vous rappelle que pour la communauté d'agglomération, la CVAE, la taxe payée par les entreprises, est un élément important de recettes de notre budget. Donc ça a effectivement des impacts assez lourds sur Roissy d'une manière générale et sur notre collectivité Roissy Pays de France d'une manière plus particulière. Au niveau du 77, je sais bien que ce n'est pas forcément juste un cas à part, mais c'est ce qui nous intéresse. Quel retentissement, d'après vous, va se faire plus au niveau du 77 ou pas, ou est-ce que ça va être l'équivalent? Parce qu'on a beaucoup de populations qui travaillent sur la plateforme. Alors, tout d'abord, moi je globalise l'opération sur Roissy Pays de France. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le 77 et le 95. On est unis et donc les 42 communes, nous devons travailler tous ensemble. Mais pour autant, il y a des spécificités territoriales qu'on ne peut pas ignorer. Sur la partie nord du 77, donc les 17 communes qui nous intéressent, la majorité sont totalement tournés vers la plateforme aéroportuaire. Il n'y a pas que ça, mais je dirais que les emplois doivent représenter largement 80% des emplois du secteur. Donc oui, effectivement, ça va être un impact lourd, ça va être un impact fort sur la partie 77, et ce sera la même chose sur la partie nord de l'Est du Val d'Oise qui nous concerne. Peut-être un petit peu moins sur la zone urbaine sud du 95, Sarcelles, Garges, Villiers-le-Bel, Arnouville, Gonesse, etc. Encore qu'il y a une grande partie de cette population qui travaille sur l'aéroport, mais peut-être d'une manière proportionnée un peu différente, avec beaucoup de gens qui travaillent sur Paris. Mais il n'empêche que l'impact sur nos territoires va être considérable. Il n'empêche qu'il va y avoir des familles qui vont être touchées directement, parce que bien souvent, dans les familles de notre secteur, il peut y avoir un individu, voire deux. Le couple peut très bien, les deux, travailler sur la plateforme ou autour de la plateforme, ou des entreprises qui sont directement liées. Et donc les impacts sociaux vont être lourds. On a pris de plein fouet la crise sanitaire entre mars et mai de cette année, la crise économique qui en découle, mais je pense que ce pourquoi il va falloir que nous armions, c'est pour la crise sociale, et qui va être, à mon avis, extrêmement violente sur notre secteur. Parce que malheureusement, l'essentiel de nos recettes tourne autour de la plateforme aéroportuaire et nous cochons à peu près toutes les cases, c'est-à-dire l'aéroportuaire, l'aéronautique, l'hôtellerie, restauration et aussi les salons qui ont lieu normalement à Villepinte, pour lesquels une grande partie de notre population aussi travaille et pour lesquels un certain nombre d'entreprises de notre secteur ont des activités qui sont liées à cela. Et pour lequel aujourd'hui l'activité est réduite à zéro, enfin en néant. Donc ça va être lourd. Est-ce que l'agglo réfléchit déjà à des outils ou des actions qui pourraient être entreprises dans le sens d'aider les populations? Alors, déjà, on a pris un certain nombre de dispositions en ce qui concerne notre futur budget 2021. Nous allons faire des économies, là on va pouvoir, bien entendu, ne pas dépenser ce qui est superflu, ce que l'on ne faisait pas avant, mais là encore plus, je dirais, on va encore plus serrer les boulons, comme on dit. Comme quoi? C'est quoi le superflu? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, on regardait peut-être un petit peu moins à la dépense pour certaines choses, ou c'était peut-être un peu plus luxueux. On va réduire ce train de vie de façon à ce que les choses soient plus correctes.
On a sanctuarisé un certain nombre de choses. La première chose, le premier élément, c'est que nous avons dit, et nous maintiendrons, que les emplois sur Roissy Pays de France, en l'occurrence sur notre agglomération, les emplois ne seront pas la variable d'ajustement. On va conserver les emplois et on va conserver notre masse salariale. Par contre, il n'y aura certainement pas de progression. C'est-à-dire, pour le coup, là, on va être un peu en retrait par rapport à ce que nous avions. En ce qui concerne les entreprises, le 11 juillet, j'ai été élu. La première délibération que nous avons prise, c'est l'exonération de CVAE pour les petites et moyennes entreprises. C'est un effort de 3,6 millions sur la communauté d'agglomération. Ce sont des recettes que nous avons décidé de nous passer pour aider les entreprises. Il y a en plus le projet, avec la région, un certain nombre de dispositifs de résilience qui sont mis en œuvre, pour lesquels nous, on s'est engagé dedans, et qui a une certaine efficacité. Par ailleurs, dans le budget 2021, nous avons prévu de réserver des sommes que nous n'avons pas encore totalement définies, il faut qu'on discute avec les élus, mais enfin ce sera de l'ordre d'1 à 2 millions minimum, pour aider les communes à pouvoir avoir des points d'emploi, des points de formation, etc., pour les petites communes qui ne sont pas forcément équipées de services de ce type-là, pour aider les habitants en matière de bourse d'emploi, en matière de formation, en matière de reconversion. Et donc là, nous mettrons vraiment le paquet là-dessus pour aider et les communes, et donc au travers des communes, les populations. Et puis, nous avons décidé aussi, certes, nous allons devoir réduire notre train de vie, mais de maintenir un certain nombre d'investissements, en particulier en matière de construction et de voirie ou d'aménagement, pour maintenir à flot l'autre pan d'activité qui tourne autour du bâtiment et des travaux publics, parce que ce serait le deuxième effet qui serait un effet de lame qui, alors là pour le coup, assécherait totalement les recettes de la communauté d'agglomération et aussi l'activité des entreprises du secteur. Justement, pour en venir aux communes, comment est-ce que comment est-ce que vont se redistribuer les recettes? Là aussi, c'est une disposition que nous avons prise. Nous ne toucherons pas aux redistributions aux communes. Ça se fait sanctuariser. On fera ce qu'il faut, on fera les économies ailleurs, mais pour ne pas mettre les communes par effet de cascade en difficulté, les redistributions que nous avons fait jusqu'à maintenant, on va les maintenir, y compris les fonds de concours pour les petites communes qui ont des opérations liées à la construction d'habitat et pour lesquelles la communauté d'agglomération prend 50% du reste à charge. Ça restera vrai. On ne va pas arrêter ça. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on s'y attelle. Et puis, la problématique, je vous la disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que nous soyons en appui auprès des communes, et donc il n'est pas question d'assécher les ressources et les recettes, parce qu'elles-mêmes peuvent avoir à un moment donné des problématiques liées sans doute à ce que l'État fasse des économies sur certaines retombées, parce que l'État, comme vous le savez, a pris un certain nombre de dispositions, a pris à sa charge le chômage partiel, etc. Ça aide les entreprises, mais enfin ça a ses limites. Et par ailleurs, l'État français, il est comme tout à chacun, à un moment donné, ces sommes qui sont dépensées par ailleurs, voilà, on n'a pas les moyens infinis. Et encore, pourtant, le président a encore répété hier, quoi qu'il en coûte, l'État sera présent. Mais on voit bien que les aides qui sont demandées sont parfois, pour certains secteurs, en matière de culture par exemple, en matière de spectacle, même si elles sont importantes, elles ne sont pas forcément suffisantes. Donc il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Donc je ne pense pas que l'État va relâcher beaucoup d'argent auprès des collectivités territoriales pour les aider encore plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Ce dont se plaignent les collectivités, c'est aussi le fait de ne pas avoir accès au chômage partiel. Oui, alors nous on est dans un cas un peu différent. Les collectivités territoriales, d'abord nos employés ont un statut qui les protège, ce qui est bien normal. D'autre part, il y a certaines activités, tout au moins services rendus par les communes ou les EPCI qui ne pourront pas cesser. CCAS, petite enfance, sport, culture, loisirs, etc. Et je crois que c'est notre rôle à nous, collectivités territoriales, que d'essayer de maintenir ce réseau et qu'il continue à fonctionner
parce que nos populations ont besoin aussi, à un moment donné, de pouvoir avoir aussi des moments, je dirais, de détente, de relâchement, parce que ça devient, enfin, moi je suppose qu'on est un certain nombre, je ne vis pas cette période-là très très bien, enfin, c'est pénible, voilà, ça, on est obligé de mettre un masque, on a des distances, voilà, tout ça faut le faire, c'est certain, c'est le meilleur moyen d'empêcher la circulation du virus. Mais c'est quand même, sur le plan de la convivialité, un peu lourd, quoi, un peu pénible. Donc si en plus, le fait que les gens aient des problèmes sociaux graves, si en plus il ne se passe plus rien en termes associatifs, en termes festifs, etc., enfin, on va avoir une population qui va être déprimée. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit mieux, quoi. À un moment donné, il faut aussi qu'on essaye de tenir, excusez-moi l'expression, mais de tenir un peu la baraque autour de tout ça, quoi. Alors, il y a justement dans ce domaine-là, dans le domaine des loisirs et de la culture, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Val d'Oise et pas en Seine-et-Marne. Ça fait longtemps qu'on le dit. Alors, les structures sont différentes. Évidemment, par exemple, il y a une patinoire à Garges, voilà, alors que du côté 77, il n'y en a pas, ou juste des patinoires éphémères pour Noël. Est-ce qu'il y a un objectif dans ce sens-là, à plus ou moins court terme, parce que déjà le premier objectif, c'est de faire face au Covid. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées côté Seine-et-Marne au niveau des loisirs culture? Oui, alors au niveau des équipements, d'ailleurs on a commencé, il y a des gros travaux sur la piscine du Mini-Lamelot, sur le centre nautique du Mini-Lamelot, et il y en a d'autres, donc il y a toute une programmation qu'on veut faire, et je dois vous avouer que le choc économique auquel nous devons faire face a mis un peu à mal les prévisions que nous avions. Voilà, on était jusqu'il y a encore quelques mois dans l'idée de réaliser ce qu'on appelle un PPI, c'est-à-dire un plan de programmation d'investissement, qui bien entendu aujourd'hui n'a plus absolument aucune validité. Voilà, on va le reprendre. Donc nous n'arrêterons pas d'investir, nous n'arrêterons pas de faire un certain nombre de choses, mais peut-être devrons-nous les décaler dans le temps. Donc ce qui était peut-être possible dans le cadre d'un PPI en 2022, ce sera peut-être reporté à 2023 ou 2024. Mais de toute manière, la gestion des équipements sportifs dépend directement de notre responsabilité, puisque c'est une compétence de Roissy. Et bien entendu, nous continuerons à améliorer les choses, à faire les travaux qui sont nécessaires, à modifier les équipements quand ils ont besoin de l'être ou améliorer, ça il n'y a pas de sujet, et pas plus dans le Val d'Oise qu'en Seine-et-Marne. Par contre, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Le fait qu'il y ait eu une patinoire à Garges, c'est d'ailleurs la seule dans ce secteur, il n'y en a pas 36 dans le Val d'Oise, je crois qu'il y avait le Deuil là-bas, et puis Garges, et peut-être une autre, mais enfin bon voilà. C'est un équipement qui est effectivement très utile, y compris pour les jeunes et les scolaires. On a pris un certain nombre de dispositions et on va les conserver. Une patinoire, c'est comme une piscine, c'est à fond perdu en général. Oui, alors si vous voulez, ce sont des équipements qui sont très utiles pour la population, mais qui en termes économiques sont totalement déséquilibrés. Mais comme c'est réparti sur l'ensemble de la population, si on devait faire payer à l'usager le prix réel de l'entrée, personne n'irait, parce que les coûts seraient absolument prohibitifs. Donc ça fait partie de notre rôle à nous que de répartir tout ça. Mais vous dire qu'on va construire une patinoire demain en Seine-et-Marne, non. Voilà. Je ne pose pas la peine de raconter des histoires. Oui, bien sûr. Mais, après, il y a d'autres choses que les patinoires. Il y a d'autres choses que ça. On a des activités autour du musée Arkea, autour du cinéma intercommunal Lisieux. On a un certain nombre de choses qui se font, et bien entendu, on résonne en réseau. D'ailleurs, l'office de tourisme résonne en réseau sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, et je pense qu'on a un certain nombre de sujets qu'il ne faudra pas que nous abandonnions sous prétexte d'économie, voilà. Mais peut-être sera-ce décalé dans le temps. Excusez-moi, je complète juste ce que vous disiez, monsieur Dole. On a en réseau aussi le catalogue commun des bibliothèques, auquel les communes peuvent souscrire, et un système de navette sur la circulation des ouvrages. C'est quand même une offre territorialisée sur ces questions-là. Un système de navette, c'est-à-dire que les Seine-et-Marnais peuvent se rendre... Non, pour les bibliothèques. C'est pas pour l'utilisateur, c'est pour les bibliothèques elles-mêmes. C'est-à-dire si vous prenez dans la bibliothèque de la ville X de Seine-et-Marne un document,
un ouvrage, quel qu'il soit, vous pouvez le porter dans une bibliothèque X du 95, enfin du Val d'Oise, et c'est les bibliothèques qui et vice-versa. Voilà, et vice-versa. Donc si vous D'accord. voulez, en fait, l'ensemble des bibliothèques sont en réseau, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une seule et même bibliothèque avec un certain nombre de points. D'accord, voilà. d'accord. Et donc ça fonctionne en réseau, on a uniformisé les tarifs, on a uniformisé quasiment les horaires d'ouverture, et les personnels sont sur les mêmes longueurs d'onde. Donc D'accord. voilà, on est dans un système qui est tout à fait, comment je dirais, maillé sur l'ensemble du territoire. Et vous pourriez envisager ça pour d'autres activités comme le cinéma ou Alors, on l'a des envisagé pour le musées cinéma, c'est fait. On l'a envisagé aussi pour les piscines, c'est ce qui fonctionne, enfin les équipements sportifs qui fonctionnent sur le même raisonnement. Voilà, donc tout ça a été de l'adaptation, il a fallu se mettre au point. Qu'est-ce qu'on a comme piscine, à part le Ménil-Amelot? Clay. Il y a Clay, il y en a une à Clay. Villeparisis. Ouais. Et donc de ce côté-là, du Val d'Oise, Au total, en tout, il y en a 13 piscines, on en a d'accord. 13 au total. D'accord. Donc, Et donc quand les gens prennent un abonnement, enfin, prennent un abonnement à une piscine, ils peuvent aller aux autres avec ce même abonnement? Alors, il y a je des pense cartes d'entrée il y a des cartes pour les d'entrée qui piscines qui sont- doivent être sont les mêmes. exploitables sur l'ensemble des équipements. En revanche, pour les abonnements spécifiques aux activités, là, je Ah pense oui. que c'est Voilà. possible. Ah oui, oui, mais non, la je carte, sais mais pas. la carte permet d'accéder dans toutes les piscines. Oui, oui, mais parce que pour les activités, toutes les piscines ne font pas les mêmes activités Il n'y a forcément. pas forcément les mêmes clubs. Oui, oui, voilà, l'aquabike n'est pas C'est forcément, par organisé exemple. par une association ouais. qui travaille au sein de l'équipement. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous diriez que ce qui manque en Seine-et-Marne, ce sont les bâtiments, les structures, pour pouvoir installer et pouvoir bien organiser les choses de façon à faire sortir les Seine-et-Marnais? Sans doute. Alors ça aussi, ça aurait été historique. On a le même phénomène, étonnamment, le même phénomène en Nord-Seine-et-Marne, donc pour les 17 communes qui nous intéressent sur Roissy, que dans le nord de l'est du Val d'Oise, c'est-à-dire les communes qui nous intéressent sur Roissy. Alors c'est lesquelles, par exemple, dans le Val d'Oise? Dans le Val d'Oise, c'est toute la partie nord, je dirais, les petites communes, etc., pour lesquelles les deux départements, Seine-et-Marnais et Val d'Oise, ont peut-être à un moment donné recentré leurs actions sur d'autres lieux, sur d'autres sites. Alors la Seine-et-Marne est très étendue, je ne vous l'apprends pas, vous le savez aussi bien que moi, il y a 510 communes je crois, et c'est quasiment, quand on regarde la carte de l'Île-de-France, la moitié de la surface de l'Île-de-France. Donc on imagine que c'est un département qui est immense, qui est très compliqué à gérer, je ne fais de reproche à personne. Simplement, il y a peut-être des zones qui, pour des raisons historiques, n'ont pas forcément été totalement intégrées dans un certain nombre de programmes, etc. Il y a eu le même phénomène avec le Val d'Oise, où on a été... et je pense que c'est aussi lié sans doute aux villes nouvelles. Melun-Sénart d'un côté et Cergy-Pontoise de l'autre. Je pense que l'État, la région, les départements se sont concentrés sur ces villes nouvelles pendant très longtemps, et le département ne se résume pas à ça. Pas seulement à ça. Et la plateforme aéroportuaire a vécu sa vie un petit peu indépendamment de tout ça. Aujourd'hui, cette chose-là change. On sent bien que les départements, que les nouveaux présidents, que ce soit M. Septier ou Mme Cavecchi dans le Val d'Oise, ont un autre objectif par rapport à ça. On voit bien qu'aujourd'hui, notre secteur de Roissy, Pays de France, est beaucoup plus, je dirais, considéré qu'il n'a pu l'être il y a plusieurs années de ça. Mais je pense que c'est historique. Et donc, on a du retard à rattraper, il faudra qu'on le rattrape, y compris en matière de transport, y compris en matière d'équipement. Donc, je pense que c'est à peu près dans tous les compartiments du jeu. Et donc là, nous, on œuvre pour que justement ce territoire ne soit pas oublié et que l'on travaille autour. Notre territoire, c'est pas seulement un aéroport, c'est aussi des gens qui vivent, c'est aussi des gens qui ont des activités, c'est aussi des gens qui ont le droit de se cultiver, c'est aussi des gens qui ont le droit de faire du sport, c'est aussi des gens qui ont le droit de se rencontrer, etc., même si la période n'est pas très favorable. Enfin voilà, donc je pense que pendant trop longtemps, on a un petit peu oublié ça. C'est-à-dire que à quoi sert l'aménagement du territoire si c'est pas au service de la population? C'est aussi bête que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une autre forme de regard autour de ce territoire, et je pense que vraiment on peut s'appuyer sur les deux départements qui sont parfaitement sur cette ligne. Et votre prédécesseur Patrick Renaud avait déjà cette vision-là. Oui. Alors moi je suis très heureux d'avoir succédé à Patrick Renaud, et il me laisse une maison en parfait état de marche. Donc voilà, c'est quand même un vrai bonheur. En plus, moi j'étais vice-président au transport. Je travaille avec Patrick d'une manière assez
étroite, et avec lequel c'était un vrai plaisir de travailler. Puis en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui a fait beaucoup de choses. C'était pas simple. En 2016, que d'organiser, c'est une grande... C'est un euphémisme. Oui, on pourrait dire autrement. Les 17 communes de Seine-et-Marne ont été raccrochées aux 25 communes du Val d'Oise, pour certaines vraiment contre leur gré, pour dire les choses. Et elles étaient elles-mêmes issues de modifications d'intercommunalité. Je crois que ça devait être la 2e ou 3e fois qu'on modifiait leur périmètre. C'est traumatisant, c'est compliqué, etc. Quant à la partie valdoisienne, la partie sud du Val d'Oise, qui est très urbanisée, avec Garches, Sarcelles, Villiers-de-Bèze, Gonesse, Arnouville, Bonneuil, etc., quand on regarde la carte, par rapport à la partie Roissy, Porte de France, qui est un peu plus, je dirais, étalée, en dehors de Goussainville, de Louvre-Puiseux, où c'est quand même extrêmement périurbain. Regarder un peu l'arrivée des gens de Val-de-France en se disant mais qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on va nous imposer, etc., etc. Donc tout le monde se regardait un peu en chien de faïence. C'est ça. Personne ne se connaissait, on n'avait jamais discuté ensemble, c'était compliqué. Patrick Renaud a créé le lien autour de ces 42 communes, a créé les conditions de l'acceptabilité de cette communauté d'agglomération. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle mandature, les choses sont beaucoup plus apaisées, ça n'a rien à voir. Les gens se sont connus, se rencontrent, se connaissent. Alors, il y a eu des changements de maire, mais on sent qu'il y a une continuité de cet esprit territorial. Et ce à quoi on s'était attaché, et moi ce à quoi je tiens, c'est que nous n'avons pas mis de groupe politique. On voit dans les vice-présidents, il y en a pas mal du 77, Mitré, Villeparisis. Ça, j'ai tenu à ça, parce qu'au moment de la Constitution, je trouvais que le 77 était moins bien servi, entre guillemets, que la partie valdoisienne. Donc ça, j'ai remis ces choses-là un peu dans l'ordre, et j'ai vraiment tenu à ce que le premier vice-président soit Seine-et-Marnais. Voilà, ce sont des signes. Ça ne change rien, parce qu'on est tous, on sait bien tous qui on est et comment on fonctionne, et c'est pas un problème d'appréciation, etc. Mais je pense qu'il y a, comme on dit, il y a l'amour puis il y a l'épreuve d'amour. Donc il faut aussi à un moment donné dire ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le met en place. D'autre part, j'ai mis en place la conférence des maires pour que l'ensemble des maires de toutes les communes puissent être informés de ce qui se passe et de l'activité de notre intercommunalité. Et j'ai vraiment voulu que cette conférence des maires se déroule avant le bureau de l'exécutif. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui c'est organisé. Il y a une conférence des maires, suivie du bureau exécutif, où d'ailleurs les maires ont le programme, je dirais, de tout ce qui va être vu en bureau, de façon à ce que s'ils ont des questions à poser ou des interrogations, on puisse répondre en conférence des maires. Je les tiens au courant de mon agenda et de ce que nous avons fait, des contacts que nous avons pris, de façon à ce qu'ils aient vraiment l'information qui passe et qu'ils n'aient pas le sentiment à un moment donné d'être dans un grand machin, entre guillemets, dont par effet de centrifugation, ils ne soient pas tout à fait au cœur des décisions. C'est le contraire que je veux que les maires soient au cœur des décisions, et qu'on ait vraiment le plus possible de consensus. Après, nous avons les uns et les autres des particularismes, mais je pense qu'on peut à un moment donné aussi trouver le chemin de crête qui va bien et qui nous permet de s'en sortir. Et le conseil, donc, qui est l'organisme, je dirais, décisionnel d'un certain nombre de choses, ne peut que, à l'aune de ce que je viens de vous expliquer, que se dérouler d'une manière parfaitement consensuelle, etc., parce que tout aura été vu en amont. Donc voilà, je tiens à cette organisation-là, parce que je pense que, mais ça c'était pas facile à faire avant, c'est pas un reproche, on s'en fout, mais il y avait d'autres sujets tellement plus importants aussi à gérer, etc., aussi importants tout au moins, qu'on n'avait pas eu le temps de le faire comme cela. Mais là, maintenant, on est dans un deuxième temps. Et je pense que c'est important que ça se fasse de cette façon. Vous avez eu un retour des maires concernant ce fonctionnement-là avec le conseil? Je n'ai pas vraiment de retour en tant que tel, si vous voulez, mais j'ai le sentiment... Pas forcément un retour officiel, mais... Pas un retour officiel, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai l'impression que les gens se sentent plus à l'aise. Plus à l'aise de cette façon. Et d'ailleurs, la présence des maires à la conférence le prouve. Ils sont en général tous là. Bon, après, on peut avoir aussi des empêchements les uns et les autres. Oui. Et de toute façon, on fait systématiquement un relevé de décision de ce qui s'est dit de cette conférence, qui est en général, elles ont lieu le jeudi. Et le vendredi ou le lundi au plus tard, il y a le compte-rendu de la réunion de la conférence des maires,
qui est un document qui, bien entendu, n'a pas de valeur officielle en tant que tel, puisque c'est pas comme ça qu'on structurait normalement les EPCI, mais qui est un document qui, pour moi, a toute son importance. Et une dernière question, est-ce que les maires, bon, évidemment, moi je suis surtout intéressée du côté Seine-et-Marnais, mais bon, vous faites peut-être pas trop la différence, mais est-ce que les maires ont déjà manifesté leur inquiétude concernant les redistributions des recettes sur les communes ou des inquiétudes quant au positionnement de l'agglo autour du Covid, après le confinement ou après les dernières mesures. Bon là, ça date d'hier. Mais donc, Alors, les redistributions, on a fait, ça c'est sous l'égide de Patrick Renaud au moment où on s'est réunis, on a fait ce qu'on appelle un pacte financier. Ce pacte financier a fait l'objet de l'acceptation de l'ensemble des maires. Et c'est aussi ce qui a aidé, et qui a sans doute mis de l'huile dans les rouages. Voilà, parce que c'est vraiment un pacte financier très favorable aux communes. Il est hors de question de remettre ça en cause. On va rester sur cette version-là, et que ce soit les villes du département, enfin, appartenant au Val d'Oise ou à la Seine-et-Marne, elles sont servies de la même façon, avec les mêmes critères, les mêmes référentiels. Donc là, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. D'autre part, il y a des dispositifs spécifiques, puisqu'on a des communes qui sont en grande difficulté et qui sont en programme en rue. Et donc ces programmes en rue permettent d'obtenir un certain nombre de subventions. Pour compenser, je dirais un petit peu ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle des fonds de concours. Voilà, c'est le terme exact, des fonds de concours auxquels peuvent être fonds de concours qui ont deux objectifs. Le premier, c'est d'aider les maires, en particulier dans la partie seine-et-marnaise d'ailleurs, qui vont avoir un certain nombre de populations et qui sont amenés à construire des logements, etc. Et qui donc ont forcément des équipements à réaliser sous forme d'écoles, sous forme de salles polyvalentes, sous forme de... Enfin bref, tout ce que les communes peuvent organiser. Et donc pour les aider, la communauté d'agglomération a pris la décision de prendre à sa charge 50% du reste à charge pour la ville. Donc, quelle que soit la programmation, quel que soit le montant, donc ça c'est vraiment quelque chose dans le cadre de l'aide, ce qui était avant ce qu'on appelait les maires bâtisseurs, vous savez que le système n'existe plus. Et donc pour compenser ça, nous avons pris la décision de les aider dans cette mesure-là, ce qui soulage considérablement les... En plus d'éventuelles subventions qu'ils peuvent obtenir de la région ou du département. Dans le plan de financement apparaissent tous les financeurs, État, région, département, que sais-je encore, et il y a la part communale qui reste à la fin. Cette part communale, vous la divisez par deux. Il y en a une partie qui reste à la commune, l'autre est prise par Roissy Pays de France. Pour le Covid, à l'époque, c'était encore mon prédécesseur qui était président, il y a vraiment eu un soutien de la part de la communauté d'agglomération qui a été très important auprès des petites communes qui ne pouvaient pas forcément se fournir en masques, en gel hydroalcoolique, en produits désinfectants, etc. Et c'est vraiment la communauté d'agglomération qui a pris le relais à ce niveau-là et qui a fait un très très gros boulot. Et pas seulement sous cette forme, parce qu'en plus, nous avons pris la décision collectivement de donner une subvention complémentaire à hauteur de 10 € par habitant pour compenser les pertes qu'ont pu rencontrer les communes. On a mis un seuil minimum, je crois, qui est à peu près raisonnable et qui permet à chacun de pouvoir s'y retrouver.